Alors aussi, donc, du coup, vous êtes écrivain et cinéaste également. De ce voyage notamment, vous avez écrit un livre et puis il y a aussi un film dont les extraits, on va vous montrer tout à l'heure. Et il est d'ailleurs disponible sur YouTube. Vous pouvez le regarder en intégralité, c'est très intéressant. Et donc, ma question est cette envie d'écrire et puis de filmer vos voyages, comment c'est venu? Bah, l'écriture, en fait, est venue. Quand je suis parti à 18 ans, j'avais été très mauvais élève. J'avais pas trop suivi l'école. Je partais de zéro, en fait. Et lorsque je me suis retrouvé à marcher des jours et des jours, à pagayer, je me suis rendu compte qu'un journal de bord, c'était une façon d'écrire un peu tous mes sentiments, mes douleurs, mes peines, de les mettre sur papier. Et une fois qu'ils étaient sur papier, j'avais l'impression que je les avais plus en moi. Donc, j'ai remercié l'écriture, en fait, de m'aider en fait, à me décharger quelque part. Donc, mes premiers journaux sont vraiment très mal écrits, et puis ça s'est amélioré. Et c'est vrai qu'après, on observe la nature, on regarde un peu ce qui se passe et on essaie de le retranscrire de manière poétique, on essaie de le développer. Et donc, c'est un support aussi qui permet de partager ensuite ce qu'on a vécu. Et les plus belles récompenses que j'ai pu avoir de mes livres, c'est des jeunes qui m'ont dit: Ah oui, mais toi, tu as fait ce voyage, maintenant, moi, je vais essayer de réaliser mon projet. C'est une façon de communiquer une passion et de dire aux autres: Voilà, on peut réussir à faire des choses. Et le film, les images, ben, au départ, c'était plus un besoin de ramener un documentaire pour pouvoir travailler, c'est-à-dire faire des conférences, participer à des festivals. C'était plus une demande, en fait. Ça a été plus une demande. Mais après, j'y ai pris goût et comme je me retrouvais tout seul, tous les films que j'ai faits, je suis tout seul. Il n'y a pas d'équipe de tournage. Donc, bah, il a fallu placer la caméra à tel endroit. Et j'aimais bien essayer de donner l'illusion qu'il y avait du monde avec moi alors que j'étais tout seul. Oui, justement, ça fait partie de cette originalité de vos films. Vous êtes vraiment tout seul et on voit vos différents gestes, votre quotidien. C'est comment on partage justement ce Oui, moment. ça devient intimiste au final parce Oui, que la caméra est très proche et, et c'est pas écrit. En fait, en Sibérie, c'était assez intéressant de filmer l'aventure parce que au début, je me suis dit, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai dit, ah tiens, demain, il faudra que je mette la caméra, que je filme ce sujet. J'ai essayé de trouver des sujets. Mais en fait, le lendemain, ce qui m'était arrivé la veille, ça n'existait plus. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je saisisse l'instant. Et du coup, bah, dès que tout ce qui a été filmé, c'est pas du montage en fait. À un moment dans le film, on voit l'arrivée un chien blanc qui m'a suivi pendant plusieurs jours, alors que j'avais un vent de face qui est pénible. Et en fait, tout ça, c'est filmé, c'est l'instant présent, quoi. Et c'est ça qui donne un rendu très proche de l'aventure. Je pense ça. très bien. Alors, vous êtes venu pour rencontrer notre public de Toulon, où vous Oui. habitez, et vous venez justement de dire que vous êtes sédentaire et vous voyagez toujours, n'est-ce pas? Alors, je voyage moins qu'avant parce qu'il s'est passé que j'ai eu un garçon Ici qui est là présent. d'ailleurs. Et c'est vrai que ça change la donne, en fait, finalement. Et en fait, j'ai réalisé mon dernier voyage solitaire. Ça a été il y a 8 ans à peu près. J'ai descendu la rivière Missouri. Et il m'est arrivé quelque chose de très difficile. Je suis tombé, enfin, j'ai été pris par un orage horrible avec des éclairs qui tombaient partout. Enfin, c'était vraiment, j'ai cru que j'allais y passer, quoi, comme on dit. Et j'avais un garçon d'1 an à la maison et je me disais, est-ce que c'est bien raisonnable de prendre autant de risques seul sur des berges isolées Du coup, bah, ça m'a fait réfléchir. Et après, lorsque je suis revenu de ce voyage, j'ai dit stop le canoë parce qu'au total, j'ai effectué presque 15 000 kilomètres à la rame. Parce que j'ai traversé le Canada en canoë, enfin, j'ai fait d'autres expéditions avant ça. J'ai dit stop. Et maintenant, on voyage ensemble. On essaie de. En fait, je me rends compte que j'ai plus envie de lui montrer ce que j'ai vu. On a une photo de tous les deux où je le porte sur mes épaules quand il était petit, avant qu'on parte faire un voyage, parce on a fait un tour du monde déjà ensemble. Et j'ai l'impression que maintenant, bon, maintenant, il est un peu plus grand que quand il était petit, mais j'essaie de l'amener à des paysages pour lui montrer. Avant, je voulais voir, mais là, je lui montre. Ça a changé, hein. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, maintenant, parlons de la Léna, du fleuve, hein, de votre voyage. Pourquoi vous êtes allé là-bas?
Au niveau géographique, je trouvais, quand je regardais la Sibérie, je regardais tous les grands fleuves comme l'Aube, le Iénissi, qui partaient vers le nord, vers l'Arctique. Déjà, je voulais un fleuve, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez rester plusieurs mois avec un canoë, vous mettez de la nourriture, vous pouvez être autonome 3 semaines, un mois, c'est quand même pratique comme mode de transport. Et donc, sur la carte géographique, il y avait tous ces grands fleuves. Et quand j'ai lu la Léna, c'est le mot qui m'a donné envie d'y aller, en fait. Le fleuve Léna. C'est juste Le prénom le féminin. prénom féminin. Voilà, c'est ça. Et après, en étudiant un peu son parcours, je me suis rendu compte que ça partait du lac Baïkal, que ça rejoignait l'Arctique. Et c'était un des plus grands fleuves le plus à l'est. C'est-à-dire, après, au-delà de ça, ben, vous n'en avez plus vraiment. Vous avez des rivières. Mais... Et puis, donc voilà, ça a été un choix comme ça. À la base, ça a été ça. Très bien. Alors, comment la terre sibérienne vous est accueillie? Rudement. Non, non, ça a été très dur. Alors, mon principe de voyage en Sibérie, il s'est fait, je pars les mains dans les poches avec un petit sac à dos. C'est-à-dire que j'ai pas préparé en amont mon voyage, j'ai pas téléphoné à des gens là-bas pour leur dire trouvez-moi un canoë, tout ça. J'ai pris un sac à dos, j'avais une carte bleue, un peu de sous, bon voilà, et peu d'équipement, quasiment pas d'équipement. Et je me suis dit, tout au long du périple, tu vas réunir ce qu'il te faut pour faire cette expédition sur le fleuve. J'ai réussi à Irkoutsk à trouver, mais ça a été très dur euh, parce que les populations sont, il faut réussir à trouver les codes de vie des Sibériens. Moi, je suis étranger. La nature, c'était complexe parce que c'est très changeant au niveau climat. Donc, ça a été 95% de galère et de difficulté de cette expédition, pour résumer. Mais les 5% de bonheur, c'était tellement beau qu'à la fin, on ne voit plus que les derniers petits pourcentages de bonheur. Voilà. Mais après, oui, on peut rentrer dans les détails hein, de l'expédition. Mais donc, du coup, la Lena coule sur 4200 km. Moi, j'en ai réalisé 3800 à la rame, en partant d'un petit village qui s'appelle Katchouk, qui est proche de la source du fleuve, au nord du lac Baïkal. Et ça part pas du lac Baïkal, c'est dans les montagnes. Le fleuve commence des montagnes. Et là, j'ai trouvé à Irkoutsk un canoë en toile. C'est-à-dire que ce n'était même pas un canoë en dur, c'était un canoë en kit qu'il fallait que je monte sur la berge avant de démarrer. Et donc, des Russes locaux m'ont aidé à le faire et j'ai acheté de la nourriture, j'ai commencé à pagayer. Et c'est souvent au début de l'expédition que c'est dangereux parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas manier votre embarcation, ça peut être dangereux. Après, au fil des jours, on devient un peu un sauvage. On est plus adapté aux éléments. On a justement choisi un extrait qui montre la carte au début de votre film. Андрей, пожалуйста, первое видео. On va vous montrer un extrait. Première journée de canoë. C'est avec beaucoup d'appréhension parce que le montage de l'embarcation a été difficile. Je crois qu'on a fait ça à l'envers avec l'aide du pêcheur Vladimir. Donc aujourd'hui c'est la journée test un peu de l'expédition. On va voir un peu comment ça se passe. Le climat est correct, il me laisse partir sereinement. Voilà, mais apparemment le canoë est assez stable. Mais on va voir jusqu'où il va me mener, ce qui va me mener jusqu'en Arctique. Me voilà donc parti pour 5 mois de navigation. 3800 km me séparent de mon objectif. Il me faut apprivoiser cette Léna, tantôt sereine, parfois capricieuse et souvent dangereuse. Du village de Kachuk à la ville de Tixi, ce fleuve de 200 mètres de large va se transformer en une véritable mer intérieure d'une largeur de 14 km. Je vais vivre au cœur d'une taïga redoutable, où rôdent des bêtes menaçantes et des esprits malicieux. Mais je suis confiant et déterminé. Je ne cherche pas l'exploit sportif, mais plutôt à entrer en communion avec la nature. Mon quotidien sera fait d'une alternance de progression en canoë et de bivouac improvisé.
y a un chien là-bas. Je sais pas si c'est un loup ou un chien. Vous voyez? Oula, il est gros, hein. Андрей, Je suis спасибо. à seulement 2 jours de voyage et il me reste... Je pense que j'ai perdu pas mal de cheveux en Sibérie. Parce que c'était un voyage très difficile, hein. Mais je vous reconnais quand même. Oui, ça va. Vous êtes toujours le même, je trouve. Alors, voilà, justement, en fait, vous parlez ici de la nature comme d'un être humain. Et souvent, dans ce film, à chaque extrait, vous donnez vraiment l'âme à la nature, aux animaux. Vous parlez souvent des animaux et on a entendu des esprits maléfiques. Vous avez mentionné justement le chamanisme en Sibérie et je voulais vous questionner un tout petit peu sur votre philosophie des relations avec la nature. Bien, je pense, en fait, au fil des années, je me suis pas mal approché de la pensée amérindienne, en fait, parce que j'ai réalisé pas mal de voyages chez les Indiens Sioux, dans les réserves indiennes des États-Unis. Mais j'ai constaté avec le temps que je pense qu'un voyageur solitaire finit par avoir ce genre de... je pense qu'il devient un peu animiste. Il croit à la présence d'esprits dans la forêt. Il croit en différentes choses liées à la nature. Mais avec le recul, je me demande parfois, en fait, l'esprit est tellement complexe que je pense il y a la paranoïa qui peut rentrer en jeu dans un voyage. Vous entendez des bruits. Qu'est-ce que veulent dire ces bruits? Est-ce qu'il y a vraiment... Et il y a beaucoup de signes, en fait. Quand vous êtes seul, vous observez un peu ce qui se passe. Et dans la nature, quand vous progressez pendant plusieurs semaines, parce que en Sibérie, la plus longue période où j'ai vu personne, c'est 21 jours. C'est assez long quand même. C'est une solitude, 21 jours. Et là, il se passe des choses quand même. Même s'il n'y a pas d'humain, pas de traces d'humain, il se passe des événements qui ne sont que liés à la nature. Donc, c'est à vous de chercher à les interpréter. Alors, chacun va les interpréter différemment. Peut-être vous allez faire le voyage, vous ne direz pas la même chose que moi. Mais en tout cas, ça a un sens. Ça donne un sens. Et il y a des moments extraordinaires où vous avez l'impression qu'après des efforts incommensurables pour arriver à avoir dépassé un orage, la peur et tout, il vous arrive des moments d'extase, en fait, où vous êtes en contemplation absolue. Parfois, je pagayais sur l'aléna, j'avais l'impression d'être face à des tableaux de peintres. Tout semblait avoir été posé là, comme par un dieu invisible. Enfin, c'était assez extraordinaire. Et pour arriver à des moments d'extase, ben, il avait fallu, pendant 3 semaines, endurer des moments très durs. Donc, c'est une transformation à la fois physique et psychique qui s'opère à travers une progression difficile. Ça vous met à l'épreuve et ça vous permet de mieux vous connaître et la nature et le décor, en fait. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ensuite, je voulais vous demander pour la question de la langue. Alors, la barrière de la langue, comment c'est passé? Ben, je ne parlais pas russe du tout. J'avais amené un petit dictionnaire de poche et donc je l'utilisais dès que j'arrivais dans les villages. Mais souvent, les gens me le prenaient des mains et me montraient est-ce que j'étais marié ou est-ce que j'étais... Ils me posaient souvent les mêmes questions. Mais il m'a bien servi et en fait, au bout de 5 mois, j'arrivais à parler quand même, pas couramment, mais j'arrivais à m'entretenir de différents sujets avec les locaux. Et même à la fin du voyage à Tixi, quand j'ai terminé mon périple, j'ai été aidé par une famille. Et quand je me souviens d'eux, j'ai l'impression que je leur parlais en russe tout le temps. Enfin, mais après, j'ai perdu le langage. Ça reviendrait si j'y retourne. Mais bon, si on ne pratique pas, on finit par perdre. Il faudra y revenir avec votre fils. Ben, c'est l'objectif. J'ai promis à l'ALENA d'y retourner un jour. Et donc, j'attends le moment. J'attends le moment. Oui, c'est beau. Alors, voilà, donc, et aussi des relations avec les gens sur place. On va vous montrer un extrait. Андрей, пожалуйста. Мы с Филиппом решили сходить в баню. Он идет в первый раз, и я думаю, он не пожалеет об этом. У нас баня очень славная, все вылечивает все болезни, все
Я как банщиком здесь, старшим банщиком. У меня, Филипп, какие болезни были, все из него выйдут. Я это обещаю вам. Bonjour le sauna russe. Hein. La folie. Il vous fouette avec des feuilles et il vous envoûte avec du parfum étrange. Et je crois que c'est pas fini. Et non, Philippe, c'est pas fini. Le petit homme à la mâchoire de carnassier change soudain d'attitude. Alors qu'il ne me parlait qu'en langage des signes, il maîtrise maintenant un anglais parfait. Il tente de m'extorquer 100 $. Une sacrée somme pour un simple sauna. Je me sens piégé. Je sors alors 40 $ de ma poche et quitte la maison sans parler. Je contiens ma colère. Je n'ai qu'une envie, fuir la ville et retrouver Malena. Oui. Спасибо. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai Oui. choisi ce Oui. morceau. Alors, je pense que là, jusqu'au-là, vous êtes senti voyageur et à partir de ce moment-là, changé, vous j'ai êtes senti complètement changé. touriste. Oui. Et donc, des mauvaises rencontres, ça arrive, hein, pénal. Oui, après, je pense que pour un Français qui ne connaît pas bien la Russie, lorsqu'il arrive quand même dans des villes russes, il n'y a pas du tout la même ambiance déjà. Les villes, elles ne sont pas éclairées. Les villes en Russie, c'est assez sombre. Et moi, j'ai eu du mal. Je voyais des silhouettes passer, des hommes. Comme en plus, il y avait la barrière de la langue, on peut se faire plein d'idées, quoi. Après, il faut reconnaître qu'il y a un problème avec la vodka, des bandes de jeunes qui sont souvent, qu'on peut croiser ivres et qui peuvent être un danger. Est-ce qu'on vous a forcé à boire? Non, j'ai jamais bu forcé, mais bon, j'ai pris quelques cuites quand même sur le. J'ai été obligé, hein, quand même. Mais non, après, du coup, c'est rude comme relation humaine, je trouve. C'est assez rude. Surtout au niveau du contact avec les hommes. J'en discutais avec Lou Milia. J'ai l'impression qu'il y a un rapport de force obligatoire un peu au début entre. Et une fois que les hommes se sont jaugés, tac, c'est bon, il y a la barrière qui tombe. Et ensuite, on peut. Par exemple, souvent, il m'arrivait d'être toujours. On voulait toujours me contrôler mon passeport. Et alors que c'était pas forcément des policiers ou des soldats, c'était des civils qui voulaient me. L'ALENA, j'avais souvent des bateaux quand ils venaient me voir au camp, parfois la nuit, parce qu'ils voyaient le feu. Et c'était parfois 2, 3 gars qui arrivaient comme ça. Et la première chose que j'entendais, c'était passeport contrôle. Alors que c'était des civils qui habitaient dans le village un peu plus loin. Et une fois qu'ils avaient compris que j'avais pas envie de montrer après de là, on commençait à faire un peu la fête, pas la fête, mais on commençait à s'entendre. Et en fait, il m'est arrivé. Alors j'ai pris de la confiance. Il m'a fallu du temps pour prendre la confiance. Donc j'allais vers les gens et je souriais. Mais en Russie, sourire à un homme, il comprend pas trop en fait. Hein. C'est pas vraiment dans les mœurs masculines russes. Et en France, on le fait. Et du coup, j'ai pris trop la confiance et un jour, j'arrive proche d'une ville où je devais me ravitailler. Et du coup, je vois 3 gars sur la berge à côté d'une maison. Et là, je vais directement, sans prendre garde, vers eux. Et c'était pas 3 gars très intenses. Ils étaient mal intentionnés. Donc, il y en avait un, il avait un gros chien, un pitbull. L'autre, c'était le chef du trio. Enfin, ça a été un moment très rude. Ils m'ont embarqué, ils ont pris le canoë, m'ont fait remonter le fleuve. Ils voulaient me prendre mon argent. Enfin, ça a été. Et ils m'ont lâché au final quand j'ai donné de l'argent. Et j'ai cru qu'à la fin, ils allaient me suivre sur le fleuve et qu'on allait. C'était eux ou moi, quoi. Hein. Et la Léna, là, m'aidait pas parce que je pouvais pas me cacher dans la forêt. Enfin, c'était pas un contexte. Et 18 kilomètres plus loin, je suis tombé sur un gars qui était en train de faire des photos sur la berge avec son bateau. Et je lui raconte mes péripéties. Il était vraiment pas content. Il me dit non, non, moi, je veux pas qu'il se passe ça dans ma ville, quoi. Donc, il m'a ramené sur le lieu. Il m'a fait revenir sur 18 kilomètres. Il m'a hébergé chez lui, etc. Mais après cet événement-là, quand je devais me ravitailler dans une ville, je me cachais, je dormais à l'opposé de la ville, je scrutais les horizons, j'arrivais doucement. Et après, je partais, j'ai eu très peur, en fait. Et il m'a fallu 2 mois avant de récupérer après cette épreuve. Oui, C'était une mauvaise rencontre, mais oui, ça arrive partout. Ça peut arriver partout. Oui, justement, j'ai voulu aussi vous demander si vous pensez que dans ces endroits-là où on ne voit pas tous les jours des Français qui arrivent en canoë, Ouais. est-ce que vous vous êtes suscité peut-être beaucoup trop d'intérêt
des locaux en fait, qui n'osaient pas à vous approcher amicalement, et d'où le recours à une phase contrôle des passeports. C'est ça, c'est ça. Non, mais sur 3 800 km, j'ai jamais vu une seule tente, c'est-à-dire sur les berges, et aucun canoë. Donc les Russes là-bas ne pratiquent pas la navigation sur des petits bateaux. Euh, donc il y a quelques bateaux de pêcheurs, mais encore c'est rare. Donc je pouvais assez facilement me camoufler. J'étais tout le temps en mode camouflage. Mais après, je le regrettais parce qu'une fois que je rentrais dans un village, j'étais toujours accueilli. Et là, les gens voulaient me recevoir. Quand ils comprenaient que j'étais étranger dans un petit village de 300 habitants, tout le monde voulait que je passe au moins 5-10 minutes dans sa maison pour voir son intérieur ou m'inviter à manger. Ça débordait de gentillesse. Et moi, j'étais apeuré sur la rivière à cause de trois gars. C'était dommage, mais On va continuer. Alors, je regarde si c'est tout de suite un autre extrait. Oui, encore un extrait. Andrei, пожалуйста, à cet égard des épreuves. Voilà, je tiens une enveloppe qu'une amie, plus qu'une amie de Toulon m'a donnée avant mon départ. J'ai découvert son contenu seulement un mois après. Sur la couverture, il y a marqué « À ouvrir en cas de solitude extrême ou de blues ». Donc aujourd'hui, je vais l'ouvrir. Elle a écrit sur des petits papiers, des messages, des SMS pour me remonter le moral lorsque ça va pas trop dans le voyage, quoi. Donc je lis son petit mot. La nuit la plus sombre a une fin lumineuse. Tendresse. Bien, ça correspond bien à mon état, puisque si j'ai eu aujourd'hui le besoin d'ouvrir l'enveloppe, c'est que ça va pas trop. Aujourd'hui, je me dis que après la peur de l'homme, avec l'aventure qui m'est arrivée dans la ville, et la peur des bois, je me demande ce qui me reste. Plus tellement de motivation pour continuer le voyage. Je les cherche là-bas. Je cherche la motivation et les raisons de poursuivre. Il va falloir que la Russie, le fleuve, soit un peu plus compatissante. Спасибо. Спасибо. Alors, justement, deux questions par rapport à ça. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir partagé justement ce moment un peu intime, mais néanmoins très intéressant de point de vue de voyage en solo. Donc, mis à part des épreuves, des rencontres qui peuvent avoir lieu, des mauvaises, des bons, des oui. découvertes, il y a aussi cette question de solitude, solitude extrême, hein, comme vous le dites. Et donc, comment gérer la solitude extrême lorsque un voyage en solo, là, vous avez eu un moyen de recours exceptionnel, le meilleur, les mots d'eau d'un proche, mais sinon, quelles sont des solutions? Bah, c'est vrai que la traversée de la Sibérie, rien que descendre la Léna en canoë jusqu'à Tixi, à l'océan Arctique, vous engage vers des régions vraiment inhospitalières et désolées, où il n'y a vraiment pas grand monde, hein. Sur la première section de 2000 km, vous avez des villes, vous pouvez faire pas mal d'escales, mais ensuite, une fois que vous avez dépassé Yakoutsk, vous avez 1200 km dans l'une des régions les plus isolées du monde, hein. Donc, et il faut savoir aussi que le fleuve au départ commence, il n'est pas très large, il fait 200 mètres, 200 mètres, et après il devient une mer. Donc il y a cette notion de solitude dans les grands espaces qu'il faut gérer. C'est difficile parce qu'on se sent isolé de tout, loin du monde. Et en plus, souvent les villages ils sont installés à l'intérieur des terres, mais quand vous pagayez sur la Lénade, parfois vous ne les voyez pas parce qu'ils sont trop loin dans la terre. Donc. Et pour résister à ça, en fait, je pense que c'est une alternance, rencontre avec l'humain et rencontre avec la nature. C'est pas... Quand vous quittez l'homme, le foyer, la chaleur humaine, le confort, la sécurité, vous regardez la nature, vous dites c'est hostile, c'est sauvage, c'est pas votre environnement, il y a les ours, il y a les dangers, bon. Et vous y allez quand même parce qu'il y a quelque chose qui vous y appelle, en fait. Et il vous faut du temps
Et c'est là où il faut résister à cette solitude. Il vous faut du temps pour vous y sentir bien dans ce milieu sauvage. Ou ensuite, vous êtes bien, vous ramassez du bois, vous dormez à la belle étoile, vous buvez l'eau du fleuve, vous êtes au top, vous êtes devenu. Et ça, c'est précieux. Et moi, souvent, j'ai envie d'y aller pour retrouver ces sensations. Et puis, quand on a passé 3 semaines de sauvagerie, on a envie de revoir l'homme, quoi. Il nous manque quand même. Et du coup, ben, on a hâte de rentrer à la ville. Et donc, voilà, on se réimmerge ensuite dans le confort matériel. C'est une alternance comme ça. On n'est jamais seul pendant 5 mois. Et c'est vrai que le contact humain, ça vous aide à. Après, ce qui est dur à gérer, c'est l'éloignement de ses proches. Et en fait, je sais que pour ce voyage-là, j'avais fait une préparation avant, c'est-à-dire que j'avais un peu éloigné mes proches avant de partir, exprès pour commencer à m'acclimater à la solitude. Et c'est vrai que la solitude, quand vous partez, au début du livre, c'est ce que j'écris, c'est qu'on apprend dès qu'on part tout seul, on parle plus, hein. Donc déjà, on n'a plus la communication, donc on apprend à redevenir silencieux et on vit dans ses pensées, hein, quelque part, hein. Et il y a des hauts et des bas. Mm. Et à la fin, vous dites que vous cherchez la compassion du pays. L'avez-vous trouvé? La Et comp- la Russie, qu'il doit devenir un peu plus compatissante. Oui, Est-ce que vous avez trouvé cela? oui, oui, oui. Ben, après, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 90% de difficultés qui étaient beaucoup liées à la rencontre humaine. Mais en fait, je me suis rendu compte, il y a une anecdote à la fin de mon périple qui s'est terminé à Strasbourg. C'est-à-dire que j'ai voyagé 5 mois en Russie où j'ai été tout le temps accueilli dans des maisons par l'habitant, etc. Toujours très bien accueilli, malgré mes réticences. Et lorsque je suis arrivé la première nuit à Strasbourg, j'étais en difficulté financière et j'ai passé une nuit blanche dehors sur la gare, sur le trottoir, alors que ça ne m'était pas arrivé pendant 5 mois en Russie. Donc j'ai dit, j'en ai conclu que bon, souvent que c'était un pays c'était un endroit du monde qui avait peu de moyens, mais que les gens donnaient beaucoup, et que chez moi ils avaient tout, mais je me retrouvais dans la rue. Donc il y avait un problème là-dessus. Donc oui, j'ai trouvé vraiment que à la fois l'homme et la nature, on s'est réconciliés à la fin. Aussi, donc, comme nous, en fait, l'objectif de notre association est justement de parler des différents endroits en Russie, des différentes régions, pour, en fait, pour les tourner dans tous les sens, pour ouvrir un tout petit peu leur caractère. Et en quoi cet endroit que vous avez traversé, que vous avez étudié et que maintenant vous connaissez bien, en quoi cet endroit, il est exceptionnel? Bah, en fait, quand on parle en France de la Sibérie, on dit, oh là là, le mot Sibérie, c'est très lointain, c'est les goulags, c'est le grand froid, mais il fait tout. Souvent, on me pose la question, mais il faisait froid, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'en juillet et août, j'étais en t-shirt, j'avais chaud au fin fond de la Sibérie. Et en fait, tout ce que j'ai vu là-bas, comme on en discutait avec Ludmilla, le problème, c'est les moustiques. S'il n'y avait pas les moustiques en Sibérie, ça serait exceptionnel. Ça serait Et surtout que le fleuve, géographiquement parlant, crée un décor différent. Parce que vous avez le fleuve et vous avez la taïga qui fait des milliers de kilomètres. Là, oui, c'est assez monotone. Mais l'eau a construit des berges magnifiques, en fait. Et les décors changent continuellement. C'est pas monotone, en fait. Vous avez la couleur de l'eau qui change. euh, oui, la roche, le sable, il y a tout. Une fois, je pagayais, j'avais l'impression que le désert du Sahara venait border le fleuve. C'était vraiment. Donc, je pense qu'il y a un potentiel énorme euh, au niveau, bon, entre guillemets, touristique, si les gens veulent découvrir la région. Voilà, le problème, c'est les moustiques. Il faut résoudre Aussi, le c'est le problème des pire, moustiques. alors ça va. Très bien. Euh, ok. Alors, j'ai voulu aussi vous poser une question un peu bizarre. Est-ce que vous avez ramené des souvenirs, des petits objets qui vous rappellent maintenant de ce voyage? Oui, parce que moi, j'achète pas je vais pas dans une boutique acheter Et en fait, on m'a offert une sculpture yakoute, toute petite, qui représente un yakoute, mais sculptée dans une défense de mammouth. Parce que là-bas, ils en trouvent pas mal en Sibérie, dans les rivières. Enfin, il y a des changements et les défenses d'un coup apparaissent comme ça
Donc, une très belle petite sculpture comme ça. Et j'ai ramené aussi une pierre que j'ai trouvée sur le fleuve qui a le visage d'un hibou. Mais cette pierre, elle est magnétique, elle a quelque chose de spécial. Et j'ai ramené aussi de l'écorce de bouleau, parce que l'écorce de bouleau m'a sauvé la vie plusieurs fois, parce que j'avais pas d'armes. Alors, pendant ce voyage, j'avais pas d'armes, pas de GPS, pas de téléphone. Et en fait, les Russes m'ont appris que l'écorce de bouleau était très inflammable. Donc, même quand il était mouillé, vous pouviez allumer un feu rapidement. Donc, je m'en servais souvent pour démarrer mon feu. Et la nature m'a offert un rouleau d'écorce de bouleau bien, bien roulé, comme ça, que j'ai ramené. Voilà, voilà, c'est ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir posé cette question. Ok. Alors, est-ce que parmi nous, il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci alors pour ces explications. Alors, dans les derniers mois, vous avez dit que vous n'aviez pas d'armes. Et connaissons un petit peu pas ce coin-là vraiment, mais une partie du côté de Seattle, Vancouver, où on retrouve un peu les moustiques aussi, Oui. où on retrouve la même nature, les Indiens, etc. On retrouve aussi les ours, et les ours sont pas toujours très amicaux. C'est vrai. Et donc, de voyager sans armes, moi, j'ai des amis qui sont pêcheurs, qui vont pêcher le saumon, et quand ils vont pêcher le saumon, ils remontent en canoë les rivières, et ils ont toujours une arme, c'est pas pour les saumons, c'est pour Non, les pour ours. les autres. Et donc, d'avoir voyagé sans armes, voilà. C'est vrai que je le referai peut-être pas, mais c'est vrai que j'avais pas d'arme, j'avais une hache et un sifflet. Parce qu'on me disait, utilise ton sifflet contre l'ours, mais c'était un choix délibéré. Aussi peut-être parce que j'ai pas pris le temps de faire les autorisations pour avoir une arme là-bas. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette protection, ça m'a fait dépendre énormément du feu de bois. C'est-à-dire que j'allume dès que j'étais sur le fleuve en canoë, je me sentais assez en sécurité, assez loin des berges et de la forêt des ours. Et du coup, dès que j'arrivais sur la berge et que même je m'arrêtais un quart d'heure pour faire un casse-croûte, j'allumais un feu, je faisais de la fumée et je me mettais toujours, si la fumée partait dans ce sens, je me mettais au bon endroit pour que l'ours ne me sente pas. Enfin, je réfléchissais à tout ça. Et donc, j'ai eu l'impression de vivre vraiment grâce au feu, enfin, que le feu, c'était l'élément important de ma sécurité. Pourtant, en rentrant de voyage, j'ai vu une vidéo sur Internet où on voit un ours presque marcher sur les braises pour prendre un poisson. Donc, je me suis dit, au final, la tactique, elle n'était pas forcément efficace. Et c'est vrai que quand vous vous endormez au fin fond de la taïga, la nuit elle s'installe. La nuit, c'est d'autres bruits, d'autres sons. Et une fois, d'ailleurs, je suis arrivé après une tempête sur un camp qui était assez éloigné du bord de l'eau. J'étais un peu sur un monticule. Et dans la soirée, tout est calme, j'étais bien, j'avais fait un grand feu. Puis j'ai entendu juste un craquement de bois derrière une butte. Et ce craquement de bois, je l'ai assimilé à un ours qui se déplaçait. Eh bien, pendant 3 jours, je suis resté bloqué devant le feu, dans l'incapacité de quitter le feu pour aller chercher mon canoë qui était à 500 mètres et de reprendre l'eau. Mais 3 jours de tétanie, en pensant que l'ours m'avait pris en chasse, en fait. Et je me suis dit, je vais faire ces 500 mètres de marche pour rejoindre mon canoë, ça va être le moment où il va m'attaquer. Je suis parti avec une branche allumée, enfin, j'ai réussi à partir et ça a été les 500 mètres les plus difficiles de ma vie, quoi, quelque part. Ouais, assoupi la nuit, assoupi, ouais. Donc ça provoque une fatigue extrême et ça vous met dans un état de survie. Oui, mais moi, je peux poser la question. Vous dormiez peu. Comment vous pouvez dormir ben, je m'endormais quand même. Hein. Je m'endormais quand même sous la vous tour. endormez Et oui. mais vous restez combien de temps? Vous dormiez combien de temps? Ben, on est rythmé en fonction de la nuit et du jour. Ah oui. Dès que la nuit tombait, je restais plus sur la berge, je m'installais au camp dans la tente. Et j'essaie de. Il y a des camps où j'étais bien. Il y a des camps où j'avais pas cette peur de l'animal. Parce qu'il y a des camps qui montent. On avait l'impression que l'animal pouvait pas venir là, ou je sais pas.
Et il y a des camps où d'un coup, mais en fait, c'est la peur. La peur, elle se déclenche à tout moment, quoi. Vous êtes en soirée, j'appelais ça des camps 5 étoiles où j'étais super bien et tout. Puis vers 10 heures, la peur s'enclenche et ça devient un cauchemar. Le lieu devient un cauchemar. Oui, mais c'est là où ma question, comment vous arrivez à dormir tous les jours Ben, je dormais que la nuit, je faisais jamais de sieste la journée. Oui, mais vous dormiez combien de temps, c'est Je ça? pouvais faire des nuits de dormir 6 heures. 6 heures. Oui, ouais, 6-7 heures. Sur le plan humain, quel genre de population avez-vous rencontré? C'était la majorité des Russes, ou bien des Yakoutes, ou bien des Évenques, ou quoi? Alors, c'est plutôt des Russes jusqu'à la ville de Yakoutsk, c'est-à-dire l'ENA part donc, comme je l'ai dit, d'un petit village au-dessus d'Irkoutsk. Et là, c'est Linsk, Olomlensk, c'est différentes villes comme ça, des villes assez importantes tout le long du fleuve. Et c'est que des Russes. Là, on rencontre vraiment que des Russes. Et après, lorsque vous quittez Yakoutsk, vous vous engagez dans la deuxième section, là, vous rentrez en République de Sakha, où vous avez vraiment toute la Yakoutie. Mais à la différence des Russes, j'ai appris que les Yakoutes avaient construit leur village beaucoup plus à l'intérieur des terres. Alors que les Russes, eux, ils ont même subi des crues assez importantes, des inondations, des catastrophes, parce qu'ils ont leur ville trop proche de l'eau. Et donc, les villes russes, c'était facile à voir, mais les villes yakoutes, c'était plus difficile à trouver. C'était à l'intérieur. Donc, j'ai rencontré souvent des Yakoutes isolés sur la berge, un gars, un autre gars. Des pêcheurs Des pêcheurs ou des gens qui sont. C'est assez hallucinant la Sibérie pour ça, parce qu'une fois, je rencontre un gars qui était. Je pagayais, il n'y avait pas de ponton, pas de ville, et il y avait un gars assis sur la berge, mais bien habillé, presque en costume, quoi. Et je m'approche et on essaie de discuter, et il me dit qu'il cherchait un concept. Euh, je sais plus, je me rappelle plus, mais il cherchait un concept pour la Sibérie. Enfin, il était là, il réfléchissait à un concept. Et du coup, je dis OK. Et il n'y avait pas de route qui montrait par où il était arrivé, quoi. Et c'est ça, là-bas, sur le fleuve, des fois, vous avez un Russe ou un Yakoute qui bondit de la forêt, vous savez pas d'où il vient. Une fois, il y a un bateau qui arrive, c'était un Yakoute, donc on pouvait pas parler. Et là, il me dit, il me montre une bouteille, et c'était de l'absinthe. Donc on a bu un verre ensemble, mais sans parler, en fait. Sans parler, on a bu un verre ensemble, on s'est laissé dériver. Et il est parti, j'étais complet. Après, il y a eu un brouillard en plus. Mais c'était des rencontres comme ça, assez rapides. Une dernière question, si vous permettez. Une légende dit que ces régions du monde sont peuplées, parfois habitées d'ermites. Est-ce que c'est un phénomène, paraît-il, assez répandu en Russie? Est-ce que vous avez eu une rencontre de ce genre avec un ermite? Non, j'ai pas eu cette chance. Et c'est lui qui essaie de conceptualiser l'environnement. Oui, peut-être c'était lui. Et des ours, alors vous en avez Alors, vu beaucoup? c'est étonnant, j'en ai pas vu un. J'en ai pas vu un. Alors, j'ai vu des traces. Qui a vu l'ours. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai vu des traces sur la berge. Une fois, j'arrive dans une petite cabane où il y avait des gens de la WWF qui étaient là et qui me disaient qu'ils venaient de tuer un ours qui était derrière la cabane. Je vois un petit chien arriver avec un boyau en train de le mâchouiller. Et le gars me dit, attention, parce que plus au nord, on en a vu plusieurs quoi, sur la berge. Et j'en ai jamais vu. Et je suis arrivé après la taïga. En fait, quand vous progressez vers le nord, vous avez d'abord la forêt, la taïga, et d'un coup, vous avez la toundra. Et là, un Yakoute me dit, mais maintenant, t'inquiète pas, parce que sur la toundra, il n'y a plus d'ours. C'est les loups. Mais j'avais pas trop peur des loups. Et il a eu une très belle réflexion, ce Yakoute. Il m'a dit, parce que je racontais la peur que j'avais de l'ours, et il m'a dit, t'inquiète, tu as été menacé par l'esprit de l'ours pendant toute cette période, parce que je ne l'ai pas vu, mais il était quand même très présent dans le. Dans... Il y a une estimation de la population d'ours en Sibérie, cette partie-là. J'en ai pas connaissance. Vous n'avez pas connaissance? On estime qu'il y a 100 milliers, 100 centaines. Non, mais je pense qu'à la différence du Canada, par exemple, j'ai effectué la traversée du Canada en canoë, et là, je voyais des ours tous les jours sur les berges. J'en voyais tout le temps. Et il y a plus souvent des accidents peut-être qu'en Sibérie. Et je pense que c'est par rapport au fait qu'ils sont plus habitués au Canada à la proximité humaine. Alors qu'en Sibérie, c'est très sauvage. Sur 3800 km de fleuve, j'ai jamais vu de barrage, pas de pont.
Et j'ai bu l'eau du fleuve avec mon gobelet pendant 3800 km sans la filtrer, sans. Et pour vous nourrir, alors vous mangez Ben, quoi? je chargeais mon canoë de nourriture que j'achetais dans les villages. Y compris quand vous traversez en solitaire pendant 20 jours de Oui, suite. mais j'ai été souvent en cours de nourriture, hein. Vers la fin, vers la fin, il fallait absolument que je trouve le village parce que là, ça devenait périlleux. J'étais en fin de réserve de nourriture et si je ne le trouvais pas, ça pouvait être problématique. Mange quoi dans des voyages comme Euh, du poisson, oui. Bah, le poisson, c'était plus souvent quand on me l'offrait parce que j'avais peu de temps pour pêcher parce que j'étais occupé à progresser, à m'occuper du camp, donc je ne pouvais pas trop me poser à pêcher, quoi. J'ai essayé, mais ça. Au début, j'ai essayé, mais après, l'expédition devenait difficile en allant vers l'Arctique. Et là, c'est une lutte contre le froid qui arrive, la pluie. Vous n'avez plus le temps de passer du bon temps pour pêcher. Et il n'y avait plus de moustiques, là. Oui, des conserves, des kilos de riz, des kilos de pâtes. Je mangeais beaucoup de graines de tournesol. Je passais ma journée à manger. Parce que les Russes, là-bas, mangent beaucoup de graines de tournesol. Du coup, j'avais le canoë rempli de coquilles. Je les jetais un peu comme ça. Et non, on mange la nourriture locale hein, qu'on achète dans les magasins, dans les petites boutiques. Je me rappelle plus du nom, mais il y a des raviolis là. On faisait souvent des raviolis. Oui, ça j'aime bien. Et vers le nord, j'ai mangé de l'homoule. C'est un poisson qui est comparé au saumon. On dit que c'est le saumon de l'Arctique en fait. Et je l'ai mangé glacé. C'est-à-dire, il était l'habitant l'a coupé comme ça, il était glacé et on l'a mangé comme ça. Comment s'est passée la fin de votre voyage? Hein? Comment s'est passée la fin de votre voyage? Quel était votre ressenti? Alors, la fin du voyage, je peux le dire, c'est que, bon, je peux dire l'anecdote de la fin du voyage. Je me suis fait arrêter par l'armée russe, en fait, parce que j'étais dans le delta du fleuve et c'était une zone interdite. En fait. Je ne savais pas, mais le delta, c'est une zone militaire, une zone, un parc naturel. Et moi, je m'engageais sans savoir, en fait, sans savoir. Et je vois un hélico me survoler et je fais coucou. Je me dis, bon, ils ont l'air sympas, ils passent. Et en fait, c'était des militaires et ils ont atterri sur la berge et il y avait un gars avec une Kalachnikov et tout. Il me disait, viens, viens. J'étais loin quand même. Et je suis arrivé et je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais il me disait, on va mettre le canoë dans l'hélico. Il me restait peut-être 80, 100 km à faire pour rejoindre la ville finale de l'expédition Tixi. Mais je voulais pas, moi, je voulais finir mon voyage. Donc, ils m'ont forcé et ils m'ont offert la vodka dans l'hélico. Ils ont sorti le pâté, tout ça. Et du coup, ils m'ont amené et après, ils m'ont interrogé parce qu'en fait, ils avaient pas de traces de moi depuis 4 mois, 5 mois. J'avais, en fait, à l'époque, enfin, je sais plus maintenant, mais on était dans l'obligation de donner sa position tous les 3 jours à un hôtel. Et moi, ils n'avaient pas du tout de ma trace. Donc, ils ont voulu savoir où j'avais passé tout ce temps en Russie sans prévenir. Donc, ils ont pris mes cassettes vidéo, mes journaux. Bon, c'était eux. La première de film s'est passée là-bas. voilà, c'est ça. Et du coup, grâce à une habitante russe, j'ai été sorti d'affaires. Et, et en plus, une dernière petite anecdote, c'est que j'avais eu un problème d'argent 2 mois avant. C'est que j'étais allé dans une banque russe pour retirer de l'argent qui devait me permettre de finir le voyage. Et la banquière me dit, je dois garder votre carte et la couper. En fait, parce que j'avais eu des problèmes d'argent en France, on m'avait pris mes économies parce que je n'avais pas payé des PV. Du coup, on m'avait pris mes économies. J'avais un problème de. Et du coup, j'avais plus les sous pour rentrer. Et c'est cette dame qui m'a offert le billet d'avion, Tixi Moscou quand même. Sa fille m'a ensuite hébergé à Moscou, m'a aidé à passer l'Ukraine. Enfin, ça a été un retour un peu difficile. Mais en tout cas, j'ai transporté 40 kilos de poissons de Tixi jusqu'à Moscou pour sa fille qui a un restaurant. Voilà. J'ai rendu service quand même. J'ai rendu service. Et pour répondre à ta question, à la fin, j'en ai conclu ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que je trouvais que les gens étaient quand même assez pauvres en Sibérie. Hein. Ils ont très peu de moyens, mais pourtant, ils vous donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Voilà. Et alors que, comme je disais, quand je suis arrivé à Strasbourg, la ville française, j'ai l'impression que les gens m'ignoraient. Et par contre, après, j'ai fait un hôtel. J'ai pu, 2 jours après, avoir des sous. J'ai pris un hôtel. Et là, dans la chambre d'hôtel, il y avait un moustique.
Je lui dis, mais tu sais pas d'où je viens, hein. Moi, j'en ai vu des... Donc, du coup, voilà. Ton voyage, Comment? comment est-ce que vous êtes réinséré dans la vie, on va dire, Euh, toulonnaise et je française? crois qu'on se réinsère jamais. D'ailleurs, je suis en train de Ouais. donner le virus à Votre fils? Timothée, Ouais. mais on se réinsère pas parce que on y a vécu tellement des belles choses qu'on a envie de revivre ces choses. Et après, on trouve que la vie, elle est un peu monotone. On dit souvent, ouais, la sédentarité, c'est toujours pareil. On se lève le matin, on voit la même fenêtre, on voit. C'est quelque chose qui me donne envie de repartir. Parce que en ayant connu ce que j'ai vécu, je trouve la vie un peu monotone. Mais après, c'est difficile, on a des contraintes. Faire un voyage comme ça demande de la préparation en amont aussi, hein. Il faut surtout payer les VP avant de partir quelque C'est part. ça. Les PV. Les PV, oui. La prochaine fois, je le ferai. Ah oui, Alors, oui, j'ai commencé au mois de mai. Mais donc, il y avait eu la débâcle, le dégel complet du fleuve, parce que l'hiver, il est complètement gelé. Et donc, j'avais encore des petits icebergs sur la berge, mais la rivière était libre. Et j'ai fait mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à fin septembre. Et là, ça devenait périlleux parce que les Yakoutes disent que l'hiver arrive le 15 août. Donc, quand vous payez jusqu'au 15 septembre, à tout moment, ça peut glacer. Et voilà, ça a été toute la bonne période. Et les deux plus beaux mois, c'est juin et septembre. Parce que vous n'avez plus de moustiques, il fait bon. Et c'est le meilleur moment. Quand vous êtes allé vers le nord, c'était juin, juillet, est-ce que votre rythme de sommeil a changé un peu? Parce qu'il y avait Oui, les des jours. jours polaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Maintenant que vous le dites, ça me rappelle que les journées se raccourcissaient. Et c'est vrai que pendant l'été, les journées étaient très longues. Elles étaient longues. J'avais l'impression d'être toujours au jour, quoi. Mais non, parce qu'après, non, j'ai pas vraiment senti qu'il fallait que je m'adapte à ça. Mais je pense que pendant l'été, j'ai passé des longues journées de travail quotidien pour avancer, faire le camp. Et à la fin, ça s'est réduit quand même. Ça s'est réduit et on grignote, dès qu'on peut avancer, on grignote les kilomètres. Bien, en septembre, je suis arrivé à un village qui s'appelle Gigalovo, un des derniers villages. Juste, en fait, vous avez la Léna qui démarre, qui est assez petite, et ensuite elle s'élargit pour former un fleuve qui fait jusqu'à 14 km de large. Donc c'est très très vaste, avec des méandres de canaux. Donc pour se trouver là-dedans, c'est. Et après, vous arrivez à Yakoutsk, et là, elle commence à se rétrécir, à Yakoutsk. Et là, vous avez 1200 km de fleuve qui s'est réduit quand même, qui s'est réduit et qui finit, vous longez les montagnes Verkhoyansk, et vous avez tout là, c'est le sommet, là où il y a un sommet très 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 froid, je crois. Et ça finit en canyon, un petit canyon, et ça s'ouvre sur le delta, qui est très immense. Et vous devez rester sur la droite, faut toujours jamais quitter les bords droits, et vous arrivez à Tixi. Moi, j'ai été arrêté un peu avant, mais donc c'est un peu cette atmosphère. À Tixi. C'était la ville finale de l'expédition Tixi. Et d'ailleurs, Tixi, il est réputé pour avoir la nuit polaire l'une des plus longues en Russie, justement. Donc, Oui. c'était peut-être le moment. Il fallait que j'arrête. Je pense qu'aussi, au niveau sécurité, ils se sont dit c'est pas raisonnable que je fasse ces derniers kilomètres, je pense. Et j'avais rencontré un gars qui m'avait hébergé à Gigalovo, et je pense que c'est lui qui a averti l'armée. Quand il m'a vu partir le matin, je pense qu'il. C'est pour savoir votre sort. Oui, parce qu'il insistait pour pas que je reparte. Oui. Et il insistait, il n'était pas. Et je suis quand même parti le matin. Et dans la journée, j'ai vu l'hélicoptère. Et là où il y a beaucoup de moustiques, normalement, on trouve aussi des grenouilles. Est-ce que vous en trouviez? Des grenouilles, j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai pas vu tant que ça. Mais les moustiques, c'était vraiment un fléau parce que parfois, j'arrivais sur une berge et j'étais obligé de repartir à l'eau et j'étais piqué je pouvais pas rester sur la berge, hein, tellement c'était. Il y avait des nuages qui vous attaquaient. Ils étaient féroces et le temps de retourner sur la berge, j'avais été piqué plusieurs fois. Je m'étais tapé et j'étais plein de sang. C'était vraiment. C'était assez impressionnant. Mais j'ai pas vu de grenouilles, non. J'ai vu peu d'animaux au final.
J'ai pas vu de cerf, j'ai pas vu de... Non, j'ai pas d'autres. Non, j'ai vu, si j'ai vu des loups à la fin avec un jeune, c'était à Tixi et on s'est promené et très très loin sur la toundra qui commençait à être blanche. Là, on a vu 3 loups, 3, 4 loups au loin. Mais ce qui est dangereux aussi dans ces villes, c'est les chiens errants. Parce que c'est des villes abandonnées. Hein. Tixi, c'est une ville abandonnée. On m'a dit que je pouvais acheter un appartement pour 200 euros. Hein. Là-bas, et en fait, dans ces villes un peu abandonnées, il y a beaucoup de chiens errants. Et ils sont dangereux. Mais je pense que c'est lié à l'histoire aussi du pays. Avant, on donnait beaucoup de moyens à ces gens. Ils se sont développés. Quand vous rentrez dans les maisons des habitants, tout est super beau dedans. C'est très beau. Sauf que les bâtiments à l'extérieur, ils sont complètement à l'abandon. Les rues sont dévastées. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas de... Donc, ils ont gardé, à mon avis, cette richesse intérieure qui date d'une autre époque, quoi. Et le capitalisme ne va pas jusqu'à eux. Vous aviez dit qu'à partir de... Vous aviez dit qu'à partir de Yakoutsk, les maisons, elles étaient loin par rapport à l'eau. Mais est-ce que vous les voyez à l'œil? Enfin, En fait, il fallait que j'avais des cartes géographiques assez peu précises, mais j'essayais toujours de savoir plus ou moins j'étais. Et je me disais, tiens, quand tu vas arriver là, il y a un village. Donc j'essayais d'être très attentif à observer. Et parfois, c'était une fumée qui m'indiquait qu'il y avait un lieu de vie. Et là, je partais à la recherche. Et là, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ah non, le village est plutôt là. Mais il fallait chercher. Et il n'y en avait pas beaucoup, donc il ne fallait pas se rater. En fait. Là, oui, il y a encore une question. On prend ces 2 dernières questions et puis on va inviter Ludmila à notre discussion parce qu'elle a déjà des choses à partager avec vous. Et encore une petite question. Est-ce que vous avez envie de découvrir d'autres régions de la Russie? Par exemple, la région de volcans ou la région des montagnes, Ural? Oui. Je vous avoue que j'attends le moment d'y retourner, oui. Il y a plusieurs régions qui m'attirent. Bon, il y a encore les régions de très loin, comme vous disiez, le Kamtchatka, le Magadan, cette ville très, très loin. Mais après, des régions aussi au sud de Moscou, ou alors le Yenisei, voir un peu comment c'est, mais je crois que c'est plus industriel. Mais j'ai hâte d'y retourner, oui, je me suis fait la promesse. Et Ludmila m'expliquait qu'il était possible, malgré la situation actuelle qu'on connaît, qu'on pouvait y aller. Et d'ailleurs, j'ai entendu aux informations qu'un jeune a traversé la Russie en autostop et qu'il vient de faire un livre. Donc d'un coup, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment que j'y retourne. Donc voilà, parce qu'avec ce qui se passe, on peut se faire des idées et se dire on peut plus y aller, mais il faut se prendre des renseignements. Encore une dernière question et on va inviter Ludmila à nous joindre. Il est là-bas. C'était... Ok, mais on le fera plus tard. Bonjour, merci pour votre partage. Merci. Qu'est-ce que vous faites sur la photo? Ah bien, en fait, c'est justement comme je me filme tout seul, j'essaie de trouver de fixer ma caméra sur l'embarcation pour qu'elle me filme en gros plan comme ça, ou alors voilà, j'essaie de trouver des attaches pour pouvoir l'allumer quand je suis en embarcation. Voilà. Donc je peux poser mon canoë, mettre la caméra, faire mon cadrage et voir si je vais rentrer dans le cadre. C'est ça aussi, il faut essayer de voir si ça va. C'est un travail technique Ça sera plus facile, oui. Merci beaucoup. On va continuer avec des questions, mais avec notre interlocutrice, Ludmila Dol, qui est, je vous rappelle, la traductrice de livre de Philippe, qui est paru en Russie en 2021. Philippe, est-ce que vous pouvez prendre ma place, s'il vous plaît? Ok. Et on va laisser le micro à Ludmila. Et je vous laisse le mien. Encore, je vais juste poser quelques petites questions et je vous invite à continuer. Voilà. Merci beaucoup d'ailleurs d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation aussi.
première question, qui vous avez rencontré en première, Philippe ou son livre? Philippe, évidemment. Pour répondre plus précisément à cette question, je dois revenir un peu en arrière. Alors, il y a 30 ans, moi et mon mari français, qui est malheureusement décédé, nous avons créé l'association à Toulon qui s'appelle Amis de la culture russe. C'était la première association de ce style franco-russe après la chute de l'URSS, la restructuration en Russie, etc. Il n'y avait plus de francs russes, si vous vous rappelez, l'organisation. Alors, il y a les Français qui quand même cherchent à connaître la Russie, avoir les contacts, etc. Alors, on a créé cette association et un jour, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, voilà, j'ai découvert qu'il y a l'association comme ça à Toulon, c'est une ville militaire, c'est très important. Parce que quand même, les adhérents de l'association, ce sont les gens qui travaillent à l'usine militaire, qui font les sous-marins ou les marins qui voyagent, etc. Tu connais. Alors, il a dit, voilà, je viens de revenir de Yakoutie, j'ai préparé le livre et le film, voulez-vous m'inviter pour présenter? J'ai dit, évidemment, tout ce qui concerne la Russie, nous sommes ouverts. Et la première fois, il est venu à notre fête de Nouvel An, tu te rappelles, avec son livre. J'ai vu l'intérêt de mes adhérents parce que dans la salle, il y avait 350 personnes. Et tout de suite, on l'a invité à notre réunion dans notre foyer. Et quand je n'ai rien connu, mais j'ai accepté cette proposition parce que monsieur est revenu de la Russie et de cette région. Et quand j'ai entendu Philippe, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, et avec son film, j'ai dit, Philippe, vous savez que c'est très intéressant, pas seulement pour les Français, mais y compris pour les Russes. Ah bon, pourquoi? J'ai dit, par plusieurs raisons. Parce qu'il faut que les gens voient son pays avec un autre regard de l'extérieur. Surtout les Yakoutes, qui ont, vous savez, quand même, ont la psychologie spéciale, nationale. Il faut dire quelques mots à propos de Yakout. Et Philippe même ne savait pas tout quand il est parti là-bas. Oui, parce que Yakoutie, par le territoire, c'est 8 fois la France continentale. Vous imaginez? Sur la carte, 1 fois la France continentale, avec la population de 4 millions sur tout le territoire. C'est-à-dire quelques personnes par kilomètre carré. Et c'est une ethnie. Historiquement, c'est Philippe qui a fait les recherches des tribus turques, si vous voulez, qui possèdent sa propre langue, yakoute, et qui, à l'époque, quand ils s'installaient là-bas, ils étaient les animalistes, on dit. Excusez-moi si je fais les erreurs en français. Je ne suis pas française de souche. Alors, déjà, c'est intéressant. Et en plus, moi, j'ai visité ce pays 2 fois. Parce que quand j'étais une jeune professeure universitaire à Moscou, c'est la tradition en Russie de cette époque-là, le travail bénévole. Et notre petit groupe de profs était engagé de faire les conférences pendant les vacances d'été dans les pays lointains de centre-ville, de Moscou, de centre du pays. Et on nous a proposé justement d'aller en Yakoutie parce qu'il y avait beaucoup de géologues partout. Et le pays était en train de se développer. Par exemple, à cette époque-là, 1964-65, on a découvert là-bas les gisements de diamants. Et il fallait construire la centrale électrique pour faire marcher tout ce qu'on a trouvé là-bas. On a trouvé beaucoup de gisements d'or, des mines. Je suis descendue partout dans tous ces endroits. Et en été, quand on était là-bas pendant un mois, il faisait plus 37 la température, plus 37. Et c'est vrai que les moustiques, c'est la première impression du pays. Et si vous permettez, un petit épisode. Philippe, il a souffert sans arrêt. Nous, un jour, après le travail, nous sommes partis à l'ENA pour se baigner, parce que les gens nous ont dit c'est intéressant si vous baignez en l'ENA. Alors,
Évidemment, l'endroit était assez, bon, le sable est pas dangereux parce que les rivières vraiment fortes, les fleuves. Alors, on s'est baigné avec les températures plus 37, vraiment il fait chaud. Je sors de l'eau, je me baisse pour prendre la serviette et je me dis donc, je me suis bronzée tellement vite. Vous savez, mon bras était noir. Et vraiment, je pensais que je suis bronzée. Je prends la serviette pour m'essuyer. Ah, c'était les moustiques. J'étais noire des moustiques. Toi aussi, j'imagine bien, parce que j'ai vu tout ça. Vous savez, c'est la scène de cinéma, vraiment. Même je n'ai pas senti la douleur, parce que j'étais couverte complètement. Vraiment, je confirme qu'il a souffert énormément de moustiques. Ensuite, nous sommes revenus en Yakoutie encore une fois pendant l'hiver. Il y avait moins 47. C'est-à-dire le climat vraiment tellement dur, très continental. Plus 37 en été, moi personnellement j'ai vu, et moins 47 en hiver. Vous vous rendez compte? Et les Yakoutes, même ils ont la peau comme le parchemin. À cause de, vraiment, vous savez, l'expérience de vivre là-bas. D'ailleurs, c'était le pays, pendant les périodes de tsarisme, le pays des exils. Et un jour, dans la ville Vilusk, j'ai passé la nuit dans un isba où, selon la légende, Tchernyshevsky était en exil. J'ai dit alors pourquoi ici il n'y a pas de plaque mémoriale. Ah bon, c'est une idée, il faut installer. D'ailleurs, la dame qui m'a invitée, elle était la représentante de l'administration de Vilusk. Elle est en vie jusqu'à maintenant, elle habite Irkoutsk et on se téléphone. Il s'appelle aussi Ludmila. J'ai dit, Ludmila, est-ce que vous avez installé la plaque mémoriale que Tchernyshevsky était là-bas en exil? Bon, peut-être l'ISBA était renouvelé, mais c'était le même endroit. Et on m'a dit, vous avez l'honneur d'être logé là où Tchernyshevsky a passé quelques années. Alors, le pays m'a intéressé parce que j'ai eu l'expérience et en plus, ce qui est intéressant, vraiment sa vision du pays. Et moi, je me dis, Philippe, tu sais que pour les Russes, c'est autant intéressant que pour les Français. Tu penses? Je dis sans doute. Alors, si tu veux, je te permets de traduire mon livre. Il a dit comme ça. J'étais prise en otage, si vous voulez. Et c'était ma première expérience de faire la traduction. Je ne regrette pas du tout parce que... C'est qui a fait 400 pages. Hein? 400 pages. C'est vrai, 400 pages. Mais vous savez maintenant, voilà pourquoi j'ai traduit ce livre. Parce que j'ai connu le pays, parce que Philippe m'a demandé, et avant que j'ai lu le livre, parce que je l'ai vu, je l'ai écouté, j'ai vu le film. Et après, j'ai écouté les Français. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce livre? D'abord, ma fille, tu la connais, elle dit, maman, tu sais, ça m'a impressionné beaucoup. D'accord. Je vois que ce n'est pas pour rien que je le traduise. Et finalement, vous savez, quand on traduit, vous plongez dedans tellement, vous travaillez avec chaque mot, chaque phrase. Vous vivez, revivez tout ça. Ce n'est pas la simple lecture. J'ai remarqué, parce que j'ai fait plusieurs traductions après, quand je lis le livre, bon, j'apprécie, mais quand je traduis, je découvre ce que j'ai pas remarqué, ou j'ai même oublié, ou j'ai pas apprécié pendant les premières lectures. C'est-à-dire la preuve qu'il faut lire lentement, doucement, revenir, analyser, réfléchir, et vous trouverez toujours beaucoup plus que la première impression. Alors, quand je traduis, j'ai déjà j'étais dedans. J'ai fait semblant pour moi que j'ai refait le voyage avec lui. J'ai écrit comme préface que je trouve que chaque école yakoute doit posséder ce livre pour que chaque élève yakoute lise, pour qu'il apprécie, au revoir, messieurs, pour apprécier mieux son pays, pour s'attacher plus, pour qu'il comprenne mieux, pour qu'il voyage aussi, pour qu'il découvre. Parce que souvent, on ne connaît pas son pays. Ça, vous savez. Les Français, par exemple, aiment voyager ailleurs. Et quand je demande, est-ce que vous connaissez tel endroit? Ah bon, c'est où? Mais nous, les Russes, nous sommes curieuses ou curieux pour les cultures françaises. Les Français, souvent, ne remarquent pas ce qui les entoure. Les Russes, autant.
Je ne dis pas que qui a raison plus ou qui a fautif plus. Il faut connaître d'abord son pays. Et ça, c'est l'occasion vraiment de dire aux gens, mais regardez bien, qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que vous entoure, comment c'est intéressant, etc. Alors, j'ai écrit tout ça dans la préface. Et en plus, ça m'intéressait comment les Yakoutes vont prendre ça. J'ai eu le rendez-vous au consulat de Yakoutie à Moscou. Il faut préciser que Yakoutie, c'est une seule république autonome qui possède sa représentation, si vous voulez, à Moscou. Aucune autre république autonome ne se présente pas dans la capitale du pays. On m'a bien accueilli là-bas et quand j'ai raconté qu'il y a de tel et tel projet, on m'a dit, oh madame, merci, vous allez améliorer l'image de notre pays. Parce que, oui, c'est vrai, Yakoutie est très loin du centre. Tout le monde connaît Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. Et tellement loin que même nous, les habitants du pays, on ne s'intéresse pas, on ne connaît pas, etc. Et maintenant, justement, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de patriotisme. Patriotisme commence par la connaissance. Il faut connaître son pays. Si vous le connaissez, vous l'aimerez plus. Alors, on m'a soutenu beaucoup les Yakoutes, mais monsieur qui était le consul principal de cette représentation, il est devenu le député du conseil de fédération. C'était, Совет наций, как это? Voilà, le conseil de fédération, c'est-à-dire l'équivalent de Sénat en France. Il est parti, il est bas tout est tombé dans l'oubliette. Et quand, d'abord, ils ont dit que nous faisons l'édition nous-mêmes. Pas du tout. Dès qu'il est devenu le député, on a tout oublié. Mais moi, je dis non, si je prends la décision, je vais jusqu'au bout. Alors, j'ai traduit bénévolement, vraiment, et j'ai fait l'édition à mon propre compte à Moscou. Et après, mon idée quand même que c'est les Yakoutes qui lisent les premiers. Et je téléphone souvent à l'éditeur et il a dit ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est vrai, il y avait les périodes de Covid. Finalement, je t'ai raconté aujourd'hui, je téléphone au Sénat, au Conseil de fédération. Évidemment, il n'y a que le secrétaire parce que le député il est très haut, il ne peut pas parler avec tout le monde. J'ai décrit la situation, il a dit, quand même, je vois que le tirage n'est pas demandé, et les écoutes ne réagissent pas. Le secrétaire me raconte après, oui, mais vous savez, il a dit, mais j'ai donné l'ordre à faire, pourquoi ils n'ont pas fait? J'ai dit, vous voyez, quand on donne l'ordre, il faut vérifier si on réalise vos ordres. Ce n'est pas réalisé. Alors, vraiment, j'ai menacé un peu. J'ai dit, écoutez, je dis au secrétaire, si le tirage ne passe pas en Yakoutie, je vais signaler beaucoup plus haut. Vous avez compris à qui? Vraiment, j'ai dit. Et tout de suite, un jour, 2 semaines plus tard, je téléphone à mon éditeur. On m'a dit, on ne sait pas ce qui se passe, mais nous n'arrivons pas à rééditer le tirage. Sans arrêt, les commandes. On a le stock de commandes et nous faisons les parties, les centaines. Et finalement, quand j'ai commandé pour aujourd'hui, 3 dizaines de livres, on m'a dit, oh, je ne sais pas quand on a fait. Je dis quand même, vous êtes obligé de faire parce qu'il y a le bus diplomatique qui va partir. Finalement, ils ont fait le tirage. Mais depuis ça, vraiment, le livre a eu un succès terrible. Et on me téléphone, me raconte, oh, quelle belle langue tu as. Je dis, pardon, ce n'est pas ma langue à moi, c'est la langue de l'auteur. J'ai traduit tout simplement, parce que je respecte toujours la langue de l'auteur. C'est vrai, c'est agréable de le lire, parce que c'est les réflexions, il nage, il rame, et la tête continue à travailler aussi, pendant que les bras travaillent. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est très lent, mais ça, vous savez, ça tient. Je dis, évidemment, c'est lent, parce que chaque jour, il rame des heures et des heures. Il a fait l'exploit physique d'abord. À ramer, vous savez, plusieurs heures par jour, jusqu'à épuisement. Ensuite, il a fait l'exploit journalistique aussi. Et en plus, il n'a pas dit
l'idée, pourquoi il est parti. Il a dit, j'ai voulu comprendre comment ce petit peuple, quand même s'installer sur cette terre, comment il a réussi à vivre là-bas, dans vraiment le climat est dur. Toujours, tu as dit 2 mois sont vivables, mais voilà, je vous ai raconté qu'est-ce que c'est l'été, quelle température et les moustiques, etc. Et en plus, il est parti vraiment pas bien équipé pour se mettre sur la place des Yakoutes qui sont arrivés il y a longtemps, il y a des siècles, de l'Asie centrale ou même peut-être Proche-Orient. Là-bas, en Yakoutie, c'était le tribu qui était chassé. Alors, il est parti sans boussole, sans carte géographique correcte, sans téléphone portable, même sans les petits radios, vous savez, il y a à l'époque, parce que c'était quand même il y a longtemps. Il est parti pratiquement sans rien. Le bateau qu'il a acheté, il était de qualité vraiment douteuse. Et ensuite, c'est vrai, à chaque arrêt, les Russes, quand ils ont vu comment il est équipé, on lui a offert les bottes, parce que toujours il avait les pieds mouillés, la hache, n'est-ce pas? Et les canistres, on dit canistres, les bidons de l'essence pour faire le feu quand il pleut, etc. Et il n'a pas beaucoup raconté parce que, bon, on est limité quand on parle. Mais à chaque arrêt, il était bien accueilli et les gens partageaient. Vraiment, c'est touchant. Toujours partager avec lui, pas seulement ce qu'ils ont eu, mais ce qu'il avait besoin. C'est intéressant. Philippe, il a apprécié tout ça. Et à propos de... C'est surprenant parce qu'une une personne qui traduit le livre vraiment s'immerge complètement dans l'aventure et le texte. Et moi, ça me surprend vraiment à quel point j'ai l'impression que tu l'as vécu avec moi, quoi. C'est vraiment... Oui. Parce que tu as fait plus qu'une lecture, comme tu dis, tu es allé chercher vraiment dans les phrases, les mots. Oui, et en plus, je connais le pays. Voilà. Plus ou moins. Vous savez, par exemple, les richesses de Yakoutie. J'ai dit, vous, les Yakoutes, vous devez être fiers de votre terre. Quand j'ai travaillé là-bas en été, c'était 1 mois tout simplement, je vous ai raconté. Les gens qui m'ont accompagné à l'aéroport, c'était 1964, après 65, ils ont dit, comment, tu reviens sans rien? La première fois à Moscou, j'ai dit, mais qu'est-ce que puis-je acheter? Bon, on t'emmène à notre petit magasin, Silpo, qui parle russe comprend, le petit magasin du village. Et là-bas, j'ai vu le sturgeon fumé, comme ça, complet, de la tête jusqu'à queue, vraiment plus large que mon geste, pour quelques roubles. Mais 1964. Le sturgeon fumé. Je dis à la dame, bon, coupez-moi la tranche comme ça. Non, madame, on ne coupe pas. Je dis alors comment? Prenez tout le poisson. Je dis, mais je ne suis pas capable de le porter. Ne vous inquiétez pas. Alors, elle a emballé très vite cet sturgeon. Il est passé à travers le nez la corde. Et vous le traînez. Et j'arrive à l'aéroport avec, voilà, comme le chien, à la laisse, cet sturgeon. Après, il est parti au sud, etc. J'arrive à Moscou. Je sors avec mon sturgeon. C'est pour compléter son voyage. Et je vois le taxi. Bonjour, monsieur, vous êtes libre? Oui, madame, montez. Je dis, vous savez, monsieur, je ne suis pas seule. Mais avec qui? Je dis, le voilà. Il regarde. Ah, vous êtes de Yakoutie, j'ai compris. Alors, il a mis le sturgeon sur le toit de taxi, mais pas à travers, mais le long. Et le sturgeon, il a fait comme ça, avec sa tête et sa queue. C'est ma parole, ce n'est pas la blague, ce que je raconte. Alors, quand je suis arrivée chez moi, évidemment, le sturgeon ne peut pas entrer en aucun frigo. Alors, il fallait couper, téléphoner à tous les collègues de notre chaire, venez vite, parce qu'il faut distribuer. Voilà. Les Russes qui travaillaient là-bas, les géologues, les journalistes, etc., ils m'ont dit, écoute, pour quelques roubles, tu peux acheter une grande bouteille de l'alcool pur pour quelques roubles. J'ai dit, c'est une idée pour notre chaire, ma chaire à MGU, j'ai travaillé toujours à MGU, c'est 86 personnes, les profs.
Alors, j'apporte l'alcool et l'esturgeon. Mais je savais le résultat de l'alcool. Alors, on peut prendre un tout petit peu, mais on peut prendre plus. La tête, toujours, est absolument claire. Mais les jambes, vous n'avez plus. Alors, quand mes collègues se groupaient autour de la table, j'ai dit, attention, ne prenez pas beaucoup parce que je connais les résultats de l'alcool. Oh, tu nous apprends à boire, toi, la femme. Surtout, j'étais jeune à l'époque, 1964. Alors, finalement, quand on a fini la réunion, tous les hommes étaient placés le long du mur et on a téléphoné à leur épouse, ne vous inquiétez pas, vos messieurs, ils passent la nuit dans la chaire, parce que c'était une grande salle, tranquillement. Ils discutaient, ils blaguaient toute la nuit. La tête était absolument claire, la langue aussi. Mais les jambes ne voulaient pas marcher. Et le lendemain, ils ont repris les cours. Voilà les richesses de l'Iakoutie de tous les côtés. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris pourquoi j'ai traduit? Ah, et si vous permettez encore un petit détail. Vous savez, il m'a appris les choses. Par exemple, Philippe, il voyait toujours l'eau et le ciel. Même, j'ai trouvé après que Iosif Brodsky a écrit que sur la Terre, il y a deux événements lesquels on ne fatigue pas à voir. C'est toujours l'eau et le ciel. Je dis, tiens, ça convient pour ce qu'il raconte. Tu te rappelles? Oui. Alors, vous savez, depuis son livre, quand je suis à la plage à Marseille, je regarde toujours le ciel. Et toujours, je vois vraiment le tableau exceptionnel. Chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Et je dis, oh, regardez comment le ciel est aujourd'hui. Et quelqu'un a dit à haute voix, oh, vous savez, Ludmilla, il regarde toujours le ciel. J'ai dit, c'est vrai, mais c'est Philippe qui m'a appris. Grâce à son livre, j'ai pris l'habitude. Nous, les habitants de la ville, nous regardons la terre, nous regardons les gens, nous regardons les meubles, mais nous ne regardons pas le ciel. Mais, merci, Philippe. Merci à toi. Merci à toi. Vous avez des questions? Vous savez, à l'époque, Léon Tolstoï a écrit qu'il y aura le temps quand nous n'écrivrons plus les romans, mais nous allons raconter ce que nous avons vu. Et quand j'ai le traduit, je me dis, voilà, on est arrivé à notre civilisation, à ce que Léon Tolstoï a prévu. Je vous écoute. Oui, j'avais une question donc à Philippe, c'était concernant les batteries, puisqu'il a dit qu'il a fait des photos, des vidéos, et Oui. donc voilà, est-ce qu'il y avait un petit moulin pour recharger les batteries ou... Non, j'avais pas le moyen de recharger beaucoup. Alors au début, je me suis un peu pris au piège. J'ai été pris au piège parce que le soir, sous la tente, je regardais un peu ce que j'avais filmé la journée. Et du coup, je les usais très rapidement. Mais bon, il y avait des villages assez régulièrement, je pouvais recharger. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de le faire. J'avais à peu près 13 heures d'autonomie, 13 heures de batterie. Et comme je le disais au début, quand je filmais, j'étais sûr que j'avais une scène. Je réfléchissais un peu avant. Enfin, je ne me jetais pas sur. Donc, oui, j'ai été limité quand même au niveau du film. J'ai ramené 23 heures d'image sur 22 heures sur 5 mois. Ce qui est pas mal quand même, parce que donc ça a permis de faire un film de 52 minutes à la fin. Voilà. Mais il fallait faire attention. Et le problème, c'était tout le temps en allant vers le nord, il n'y avait plus rien. Donc à la fin, j'ai un peu moins d'images vers la fin parce que j'avais plus de batterie, quoi. Ben merci en tout cas, ça m'a fait très plaisir de me replonger dans la Sibérie et d'être accompagné de Ludmilla. Pour moi aussi, c'est le souvenir agréable. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, vous pouvez rester sur la scène et nous avons ma collègue Yekaterina qui va nous rejoindre et qui va vous dire les résultats. Alors, nous avons décidé de ne pas séparer les participants français et russes. Nous avons vous annoncé les meilleurs. Alors, il y a 3 places, mais il y a il y a des places partagées. Donc, Kate. Merci beaucoup, Dasha. OK, les 3e place, on a 3 participants.
C'est Barthélemy, mais je ne sais pas qui, Jacques ou Nathalie, c'est 29 points. Et aussi Boursi Nicolas, je ne sais pas si elle est là, aussi 29 points. Et Ivanova Yedviga, elle est déjà partie, 29 points aussi. Et la deuxième place, c'est Savillon Maria. Je pense que Maria, mais je ne sais pas sûre parce qu'il y a plusieurs personnes avec le même nom, 32 points. Et aussi Pétremont, je suis désolée si je n'ai pas bien prononcé, 32 points aussi. Ouais. Et il est première place aujourd'hui, on va donner à Kononova Galina. Je ne sais pas si elle est là. Titu Kononova, non? Elle est partie. Ah, pardon. On va vérifier alors. Et c'est 33 points. Oui, quelqu'un. Mais oui, on verra. 33. Oui, c'est bien, c'est très bien. Merci pour votre... Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, on a des diplômes et nous les signerons avec grand plaisir pour ceux qui le souhaitent. Alors maintenant, notre partie officielle, elle est terminée et nous vous invitons de boire une tasse de thé et de regarder l'exposition Les fleuves de Sibérie et de l'Extrême-Orient. Et également, vous pouvez acheter des livres de Philippe Sauve en français ou en russe avec la traduction de Ludmila Dol. Nous avons installé des tables et des chaises. Vous pouvez avoir vos livres signés par l'auteur et par la traductrice. À tout de suite. Merci beaucoup.